Bonjour, bonjour Gicane. Bonjour tout Bonjour. le monde. Euh, je m'appelle Anne-Frédérique Hébert-Delbecq. Je suis journaliste au Devoir et à l'actualité au magazine Châtelaine. J'ai le privilège d'interviewer Juliana Léveillé-Trudel, aujourd'hui auteure de On a tout l'automne, publié aux éditions La Peuplade, et aussi Voyage de nuit à la Bibli, un livre jeunesse chez Crackboom. On apprenait hier qu'on a tout l'automne et se trouve sur la liste préliminaire du prix des libraires. Félicitations, Juliana. Merci beaucoup. C'est une très belle surprise qui est arrivée juste à temps pour commencer le salon. Donc, On a tout l'automne reprend quelques années après ton roman précédent, Nirlith, qui avait été très bien reçu aussi par la critique et le milieu littéraire. La narratrice du roman, donc, retourne à Saint-Louis 2 ans après sa première visite. Lors de sa première visite dans le premier roman, elle animait dans un camp de jour. Cette fois-ci, les enfants qu'elle a connus dans ce camp de jour sont devenus des adolescents. Ils portent en eux des blessures intimes, mais aussi communautaires, sociales. On perçoit que le regard de la narratrice sur eux a changé, qu'elle a fait du chemin elle aussi. D'abord, pourquoi tu as ressenti le besoin de te replonger dans cet univers-là, de retourner à Salouit? Ben, comme la narratrice, qui est un peu mon alter ego, j'ai moi aussi fréquenté le Nunavik sur une période de plusieurs années. Donc, j'y ai travaillé sur une période de 5 ans. Donc, moi aussi, j'ai vu les enfants grandir, puis devenir des adolescents, des jeunes adultes. Puis, il y avait vraiment quelque chose qui me fascinait dans ce passage-là à l'adolescence, qui est fascinant, bien sûr, dans tous les pays du monde, partout. Mais au Nunavik, à Salouit, il y a un contexte particulier. Il y a le fait, comme tu l'as dit, que plusieurs de ces adolescents-là, malgré leur jeune âge, ont déjà vécu des épreuves sérieuses. Alors vraiment, depuis mes propres voyages à moi, il y avait quelque chose qui me fascinait dans ce passage-là. Et même, je me rappelle, je venais juste de terminer Nirlith, mais il y avait une partie de moi qui avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'inachevé parce que les enfants qui m'avaient inspiré dans Nirlith vieillissaient sous mes yeux, puis j'avais envie de réfléchir à ce passage-là. Alors, je pense que c'était ça la graine de réfléchir à ce passage à l'âge adulte, puis en parallèle de réfléchir à mon passage à l'âge adulte, même si je suis plus vieille que les adolescents dans On a tout l'automne. J'ai vécu moi aussi mes propres défis et je trouve intéressant de nous mettre en parallèle et d'avoir une narratrice, mon alter ego, qui regarde les adolescents, qui les regarde comment ils se débrouillent dans la vie malgré ce qu'ils ont vécu. On pourrait penser, oui, c'est un roman de passage à l'âge adulte, c'est celui des adolescents, mais c'est beaucoup celui de la narratrice. Puis il y a quelque chose comme une inspiration qu'elle va chercher chez eux, parce que la grande question du livre, je pense, c'est comment on continue à vivre malgré les tragédies de l'existence. Ça peut être un deuil, comme dans le cas de la narratrice, ça peut être plein d'autres choses. Les enfants deviennent un peu des exemples de comment on peut justement lutter, combattre et vivre malgré tout. C'est intéressant, ça faisait partie de mes questions en fait, parce qu'effectivement, le livre, c'est avant tout un roman sur le deuil et sur aussi la peur qui accompagne la perte ou la possible perte d'un être cher. Puis ce parallèle-là est super intéressant entre ce que vivent les jeunes, qui eux vivent des deuils dont nous, on n'a aucune idée, là. On ne s'en approche pas, mais il y a quand même, tu arrives à faire des parallèles avec un deuil personnel, là. Oui, ben dans les premières versions de mon roman, parce qu'il y en a eu 4, là, le roman, c'est la quatrième version. J'ai recommencé quelques fois. Dans les premières versions, j'avais des amis qui me lisaient, puis ils disaient, mais je comprends pas pourquoi la narratrice est complètement absente. Tu sais, Et moi, dans la vie, je suis assez pudique. Là, ça paraît pas, là, mais je parle pas beaucoup. Pour vrai, dans la vie, je parle pas de moi. J'aime mieux faire parler les autres, j'aime mieux écouter les autres. Alors, j'avais tendance à faire la même chose dans le livre, à me dire que, bon, moi, c'est pas trop intéressant
intéressant ce qui m'arrive. Mais j'avais des amis qui me disaient, ben moi, j'aimerais ça savoir c'est qui la narratrice, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi ça la touche autant. Alors, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Il a fallu que je creuse et que je réussisse à accepter de mettre une partie de moi. Donc, je me suis inspirée de mon propre deuil. Moi, j'ai perdu ma mère à 21 ans d'une maladie. Alors, c'est sûr que c'est un deuil, je pense qu'on n'a jamais fini de faire. Et que pour ma part aussi, un peu comme la narratrice, j'ai laissé geler pendant une dizaine d'années avant de me mettre un peu plus à réfléchir aux impacts que ça avait eu sur moi. Alors, j'ai décidé de les mettre en parallèle, pour montrer, c'est ça, que bon, la narratrice, même si elle vient d'un milieu très différent que les enfants, elle aussi, elle vit un deuil et elle essaye de s'en sortir. Tu pars beaucoup de tes expériences personnelles dans ces 2 romans-là. Tu as toi-même parti un projet de camp de jour dans le Nord qui a été un peu à la base de Nirlit. Et dans ce roman-ci, la narratrice anime des ateliers d'écriture de poésie, en fait, en Inuktitut cette fois. Ça aussi, c'est inspiré d'une expérience personnelle? Oui, bien, en fait, au début, je cherchais une façon de renvoyer ma narratrice dans le Nord parce que le Nunavik, disons que le prix du billet d'avion n'est pas donné. On ne peut pas aller juste se promener là pour le plaisir. Alors, je me disais, il faut qu'il y ait une raison pour que la narratrice y retourne. Alors, je cherchais quelle pouvait être sa raison et j'ai pensé à un projet que je fais dans la vie sur lequel je travaille depuis 2019. C'est un projet de poésie en Inuktitut. En fait, moi, j'apprends l'Inuktitut, c'est ma 7e année. Donc voilà, dans mes temps libres, j'essaie de peaufiner mon Inuktitut. Et j'avais eu l'idée de ce projet-là de demander à des gens de la communauté inuit d'écrire des poèmes, mais directement dans leur langue maternelle, parce que souvent, les Inuits ont tendance à écrire en anglais parce qu'ils se disent que c'est plus facile. Alors, j'ai travaillé avec une artiste du Nunavut qui s'appelle Angela Marwalik, et on a offert des ateliers, mais la différence, c'est que dans la vie, c'est avec des adultes. Dans le livre, c'est avec des enfants. Principalement à Montréal. Il y a quand même une grande communauté inuite à Montréal. Donc, on travaillait à Verdun, au centre Ivirtivik, qui est un peu comme un genre de carrefour jeunesse-emploi, mais vraiment pour les Inuits, donc qui les aide à se réintégrer aux études ou au travail. Alors, on a donné, sur une période de 2-3 ans, avec évidemment une interruption pandémique, on a donné des ateliers d'écriture là où les gens ont écrit des textes directement en Inuktitut et que mon professeur a traduit avec moi, c'est-à-dire que lui a fait la traduction littérale et moi, j'ai fait la traduction littéraire. Et on est aussi allé, on a eu la chance en décembre dernier, on est allé une semaine à Inukjuak, donc un village du Nunavik, aussi pour donner une semaine d'atelier. Donc, on a récolté tout un paquet de textes qui, en 2023, si tout va bien, devrait se trouver lui-même dans son propre recueil. Mais en attendant, moi, j'ai demandé à des participants aux ateliers si je pouvais leur emprunter des textes pour mon livre, parce qu'il y a des exemples des poèmes dans le livre qui sont dans le livre écrits par les enfants dans les ateliers que la narratrice anime, mais en fait, ce sont des poèmes que j'ai empruntés. Donc voilà, alors il y en a quelques-uns déjà dans le livre avec les traductions. On trouvait ça intéressant de mettre les deux, la version inuit et la version française, même si on sait que la plupart des gens ne pourront pas lire l'Inuktitut, mais on aimait, je pense que ça plaît quand même parce que ça permet de s'imaginer un peu comment ça peut sonner, juste de voir visuellement à quoi ça ressemble. Oui, moi, personnellement, c'est dans mes passages préférés. J'ai adoré aussi essayer de lire à voix haute. C'est vraiment une belle langue très poétique. Puis toi aussi, tu t'amuses un peu à la décoder pour le lecteur. Par exemple, tu décris tous les mots qui sont utilisés pour décrire les différents états de la neige ou encore les peurs. Toutes les peurs sont nommées. Il y a aussi un mot qui peut résumer une pensée entière. Je trouve ça extrêmement riche là, d'un point de vue littéraire. Est-ce que pour toi, de travailler cette langue-là, mais vraiment dans ton travail d'écrivaine, ça a comme changé ton rapport à l'écriture? Bien, j'ai l'impression que ça m'a ouvert un nouveau terrain de jeu parce que, en fait, ce qui est particulier de l'Inuktitut, comme beaucoup de langues autochtones, c'est une langue avec des mots construits. Donc, on colle, on a un radical auquel on colle des petits suffixes qui viennent changer le sens. Alors, quand on traduit littéralement un mot, des fois, ça donne quelque chose de très poétique, même si, par exemple, le mot pour école, Ilinjarvik, c'est
endroit où s'efforcer d'apprendre. Mais c'est sûr, si vous demandez à des Inuits qu'est-ce que ça veut dire l'Iñuarvik, ils vont juste vous dire école, parce que c'est le sens du mot école. Mais si tu t'amuses à décoder chaque partie, ben ça te donne quelque chose qui, pour moi, je trouve, véhicule une toute autre idée ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus riche. Il y a plein de mots comme ça. Alors moi, je m'amusais souvent à partir. Des fois, je trouvais qu'un mot définissait bien un chapitre. Alors, je m'amusais à partir de là, à dire le mot, puis à faire sa traduction littérale. Puis moi, ça m'amenait dans toutes sortes d'autres endroits où je n'aurais probablement pas allé s'il n'y avait pas eu ça. Puis bon, même, il fallait que je me contrôle un peu parce qu'à un moment donné, ben, mon amoureux qui me lisait, il disait, ben là, c'est parce qu'à peu près tous tes chapitres commencent par un mot en inuktitut. Puis je disais, ouais, OK, je pourrais varier un peu, mais c'est parce que j'aimais vraiment ça. Donc oui, ça nous amène à toutes sortes d'autres endroits. Puis aussi, c'est ça, il y a la construction de la langue, mais il y a le fait que c'est compliqué de nommer les choses modernes parce que c'est une langue qui est du temps de la chasse, de la pêche, du nomadisme. Mais en même temps, c'est une langue qui est beaucoup plus précise que le français sur toutes sortes d'éléments liés à la nature, aux animaux, entre autres, justement, la neige. Donc, bon, il faut faire attention. Là, il y a des rumeurs qui voudraient qu'il y ait des centaines de mots en inuktitut pour dire neige. C'est pas vrai. Il n'y en a quand même pas des centaines, mais il y en a quand même plus qu'en français, ne serait-ce que faire la différence entre la neige qui tombe puis la neige qui est au sol. Alors, il y a ça, ou les peurs, comme on disait, les Inuits sont capables de nommer précisément la peur selon qu'est-ce qui la cause. Donc, moi, je trouvais ça très riche, justement, pour s'amuser avec ça, puis retourner vers le français, mais en intégrant ces notions-là. Il me semble qu'il y avait un mot aussi, justement, pour dire la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. On dirait que ça résumait comme tout Oui, le ben roman. moi, quand j'ai découvert ce mot-là, je me suis dit, ah tiens, ma définition, c'est parfait. Mais oui, il y a justement un mot à craindre pour quelqu'un d'absent, craindre qu'il lui soit arrivé malheur. Et quand on parlait du deuil tout à l'heure, ben, peut-être les gens ici qui ont perdu des proches, je pense que quand on perd un proche, il y a cette espèce de traumatisme où après, on devient toujours craintif à l'idée de perdre quelqu'un d'autre parce qu'on se dit, ah, ça peut arriver et on sait ce que ça fait. Donc, c'est un peu ça dans mon cas où j'ai toujours tendance à m'imaginer les pires scénarios, ne serait-ce que parce que mon père répond pas au téléphone quand je l'appelle. Alors, cette idée-là de craindre pour quelqu'un d'absent résonne beaucoup pour moi. Ouais, puis c'est vraiment important dans le roman. Là. Il y a toute une séquence où est-ce que la narratrice ne sait pas où est l'aîné du village. Puis c'est très riche aussi sur le plan littéraire. Là. Toutes les émotions par lesquelles elle passe, dont on ne se rend pas compte quand on le vit, mais finalement, c'est comme universel. Tout le monde passe par là. Oui, puis tantôt, on parlait du parallèle avec les adolescents inuits. Je trouvais ça intéressant aussi parce que eux, c'est un peu le contraire. Même s'ils ont vécu parfois des choses vraiment terribles, ils ont cette espèce de, pas laisser aller, mais juste calme, au sens que, un peu l'inverse, de ne pas s'angoisser pour tout pour rien, puis prendre les choses comme elles viennent. Et moi-même, je me rappelle quand j'ai travaillé au Nunavik, je voyais cette différence-là où moi, j'avais tendance à stresser, puis eux, c'est toujours un peu comme, bah, on va s'organiser. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de les mettre un peu côte à côte et de voir la narratrice qui est souvent en train d'angoisser, puis les enfants qui sont toujours un peu comme, bah, il n'y a rien là, ça va. Quand on lit les deux romans l'un à la suite de l'autre, on sent ton évolution comme écrivaine. Dès les premières pages, on voit que le ton a changé un petit peu. Dans Nirlit, c'était plus frontal. On confrontait les préjugés, puis ouais, il y avait comme une volonté de bouleverser les idées reçues, finalement. Cette fois-ci, la narratrice est comme plus en retrait, puis il y a beaucoup de mystères qui entourent les personnages. On est vraiment laissé à l'interprétation comme lecteur. Est-ce que ça reflète le fait que ta pensée a évolué dans les 7 ans qui ont séparé les deux? Oui, c'est certain. Oui, il y a 7 ans entre les deux livres, donc c'est quand même beaucoup de temps. Je pense que Nirlit reflétait beaucoup, moi, mon choc quand je suis arrivée la première fois au Nunavik. C'est sûr que quand on découvre un peu une communauté autochtone, même si on a entendu parler du colonialisme, du racisme et tout, ça reste toujours un peu abstrait. Puis quand on met les pieds sur place une première fois, ben on voit en vrai les conséquences de tout ça. Alors, je pense que dans Nirlit, j'avais écrit un peu pour ça aussi, parce que je me sentais très
envahi par toutes ces découvertes-là et ce sentiment d'injustice, cette colère. Alors, je pense que j'avais besoin un peu de la mettre un peu dans la face des autres pour, pour que moi, ça puisse se détacher un peu. Mais, je l'ai dit tantôt, j'ai fréquenté le Nunavik pendant à peu près 5 ans. Alors, moi-même, à un moment donné, c'est pas qu'on vient à accepter l'injustice, c'est juste qu'on vient à être moins dans la colère et à plus à constater qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment les gens s'organisent, quelles sont les solutions, les initiatives que eux mettent en place. Alors, je pense que c'est certain que ça a paru dans le deuxième où j'étais peut-être plus calme, mais aussi j'ai quand même quelques personnes inuites qui avaient lu des extraits du premier puis qui trouvaient que j'avais beaucoup mis l'accent sur les choses tristes et je me disais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de mettre la lumière sur autre chose et sans nier les problèmes, les difficultés, mais juste de ne pas nécessairement les souligner autant. Oui, j'ai essayé de faire ça. Puis aussi, on ne peut pas refaire 2 fois le même livre. Je pense qu'au début, j'avais de la difficulté parce que j'essayais un peu de réécrire Nirlith, mais ça ne marchait pas. On ne peut pas donner 2 fois cette charge-là. Alors, je pense que d'aller complètement dans un autre ton, une autre énergie, ça m'a aidé, moi, à écrire parce que sinon, c'était difficile. Mais il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ces 7 années-là du point de vue de notre discours collectif face aux Autochtones et au colonialisme. Il y a eu le débat sur l'appropriation culturelle, entre autres. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu... que tu as questionné, en fait, en écrivant ce roman-là? Ben oui, absolument. On n'est pas dans... Même si on a l'impression d'être dans une grotte, quand on écrit, on n'est quand même pas dans une grotte. Là. On voit ce qui se passe dans le monde. Oui, moi, je me rappelle, j'étais en train d'écrire à l'été 2018, entre autres, où ça a beaucoup bougé. Il y a eu les controverses autour de Slav, autour de Kanata. Alors, je me rappelle de m'être dit, oh, est-ce que j'arrête complètement ce projet-là? Est-ce que... alors oui, la société a changé. Moi, je me rappelle quand Nirlith est sorti en 2015, les gens me félicitaient de parler du Nunavik, des Inuits, parce qu'on n'en parlait pas. Puis aujourd'hui, quand je parle d'un livre qui se passe au Nunavik, là, on me dit « Oh, est-ce que tu es sûr? » Donc, ça montre que clairement, comme la société a bougé. Alors oui, c'est sûr que j'y réfléchis, mais pour moi, ce qui est important, c'est que, premièrement, on vit sur le même territoire. Hein, alors, on ne peut pas vivre en parallèle et faire semblant l'un et l'autre qu'on n'existe pas. Et pour moi, la rencontre avec les Inuits, avec le Nunavik, c'est super marquant dans mon parcours personnel, pas juste parce que j'ai écrit un livre, mais vraiment ce que ça m'a fait découvrir, comment ça m'a fait évoluer. Alors, c'est sûr que j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose dans mon histoire personnelle qui est très important. Alors, j'essaie vraiment de me mettre de ce point de vue-là, de dire, je ne suis pas en train de parler au nom des Inuits, de parler des Inuits, je suis en train de parler de ma rencontre avec les Inuits, et tout en étant toujours très, très clair sur le fait que je suis allochtone, et même avec Nirlith, j'ai jamais voulu prétendre me mettre dans la tête d'un personnage inuit parce que je me disais, je sais que ma compréhension est très limitée, alors j'aurais pas voulu faire ça. Donc, dans le deuxième livre, j'essaie vraiment de témoigner de la rencontre, puis à travers la langue aussi, parce que pour moi, apprendre une langue, je le fais vraiment par plaisir égoïste. Là. J'adore les langues, j'adore apprendre, puis j'adore les Nuktitut, mais il y a aussi, pour moi, c'est un geste d'amour d'essayer d'apprendre la langue de quelqu'un, et c'est un désir de rencontre aussi, de dire, bon, je vois la distance entre nous. Je sais qu'on ne peut pas complètement la faire disparaître, mais on peut essayer de se rapprocher, entre autres en changeant le rapport de force du fait que les Inuits sont toujours forcés de parler leur langue seconde ou troisième dès qu'il y a des non-Inuits dans la pièce. Alors, même si c'est une langue difficile, même si je ne pense pas un jour la parler couramment, au moins de comprendre un peu, d'essayer, de faire des petits pas, pour moi, c'est déjà un début. La narratrice fait la même chose en proposant aux Inuits d'écrire dans leur propre langue la poésie. Puis même au début, ils sont comme un peu résistants, mais finalement, quelle beauté sorte de ça. Puis on sent vraiment qu'elle veut respecter leur désir de se raconter, justement. Oui, puis dans la vraie vie, quand je donnais les ateliers, je me rappelle, souvent on me disait « Ah, mais je pourrais écrire en anglais, c'est plus facile ou je suis meilleure. » Je disais non, on va essayer. Puis je suis certaine que les gens écrivaient des choses
qui n'aurait jamais écrite en anglais, parce que pour moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire autrement que dans sa langue maternelle. Il y a des façons de s'exprimer. Et alors, je trouve ça très, très précieux d'avoir eu accès à ça, à ces partages-là, parce que je pense pas que ça aurait pu se passer dans une autre langue. Et même dans mes cours d'Inuktitut, on analyse des vieux textes, des mythes, des choses comme ça. Puis, c'est des textes qui ont à peu près jamais vraiment été traduits là, pour le grand public. Puis, je me sens toujours extrêmement privilégiée d'y avoir accès parce que je pense qu'on ne s'en sort pas à un moment donné. Si on n'essaie pas de comprendre la langue, on n'a pas accès à tout ça. Alors, je me sens toujours très, très chanceuse d'être capable c'est ça, de lire des histoires d'aurore boréale qui coupent la tête des gens qui restent trop longtemps dehors, parce que c'est quand même ça que les Inuits disent des aurores boréales, là, même si nous, on voit ça très, très beau. Ils sont plutôt brutales et sanguinaires dans la conception inuite. Puis l'Inuktitut, c'est une langue qui est quand même vivante. Tu sais, on parle beaucoup de la fragilité des langues autochtones, mais celle-ci a quand même réussi à se préserver. Oui, ben je pense que l'isolement les a aidés beaucoup parce que c'était tellement loin, difficile d'accès. Ils ont été aussi en contact beaucoup plus tard avec les Occidentaux. Donc, je pense que ça a certainement joué un rôle. Ils sont très loin des grandes villes. Mais oui, c'est une des langues autochtones qui est en meilleure santé au Canada. Faut quand même pas prendre ça à la légère parce qu'elle est quand même menacée, mais c'est quand même une des langues qui continue d'être couramment parlée, c'est-à-dire c'est la langue maternelle, c'est la langue d'usage à la maison, c'est la langue que les gens parlent entre eux. Mis à part certaines exceptions, comme dans le village de Kuujjuarapik, qui est le premier village inuit et le dernier village cri, bien, malheureusement, on voit déjà les changements parce qu'avant, les cris parlent un petit peu d'Inuktitut, puis les Inuits parlent un petit peu de cris, puis ils se comprenaient comme ça. Mais maintenant, avec l'influence occidentale, ben tout ce beau monde se parle en anglais. Alors, c'est l'endroit où peut-être l'Inuktitut a vraiment beaucoup, beaucoup perdu de terrain, mais dans les autres villages, il est quand même vraiment parlé, là, autant par les jeunes que par les aînés. On s'est déjà rencontrés auparavant pour le devoir, puis tu me disais que ça t'a tellement appris puis enrichi ton expérience d'apprendre l'Inuktitut que tu penses qu'on devrait peut-être apprendre à l'école les langues autochtones du territoire qu'on habite, là. Oui, je pense que ça serait une belle démarche. Donc, ça pourrait être différent selon l'endroit où on se trouve. Donc, les gens de Montréal pourraient apprendre peut-être le Mohawk, puis les gens de cette île, l'Innu. Je pense que ça, et encore là, même sans être dans un but de parler couramment, juste de connaître certains mots, ne serait-ce que de savoir que signifient les noms de nos villes, de nos villages, parfois des cours d'eau, juste d'apprendre des choses sur la culture. Je pense que ça pourrait être une belle étape, justement un beau premier pas, une belle façon d'aller vers l'autre. Puis je pense que j'ai l'impression que ça pourrait intéresser beaucoup les gens. C'est quand même pas, c'est pas plate, c'est pas banal. Alors je pense que ça, pourquoi pas. Puis toi, c'est quoi le plus grand apprentissage que tu as fait au contact des Inuits? Ben, ce qui m'inspire toujours beaucoup, beaucoup, c'est le sens de la communauté. Ça m'impressionne à chaque fois parce que je trouve qu'on vit dans des sociétés quand même occidentales, quand même très individualistes. Et à chaque fois que je vais au Nunavik, je suis toujours épatée par le sens de la communauté. Puis je pense même pas que c'est une question de c'est une belle valeur, il faut s'entraider. Je pense que c'est plus profond que ça. C'est instinctif. C'est le fait que il y a encore pas si longtemps, ces gens-là vivaient dans un climat impitoyable et devaient survivre par leurs propres moyens. Alors, tu n'avais pas le choix, absolument. Ils avaient besoin les uns des autres pour survivre. Et nous aussi, on a besoin les uns des autres pour survivre, mais c'est quand même un peu plus facile de l'oublier. Et moi, ça m'impressionne toujours au Nunavik de voir comment il y a l'entraide. Bon, je donne souvent l'exemple, le congélateur communautaire. Donc, si vous allez à la chasse et que vous attrapez un caribou et vous prenez ce dont vous avez besoin pour votre famille, bien, ensuite, ce qui reste, vous pouvez le mettre dans le congélateur communautaire et n'importe qui du village, quelqu'un, peut-être une personne âgée qui ne peut pas chasser elle-même, peut aller se servir, prendre ce qu'elle veut. Je donne aussi l'exemple, j'ai jamais vu d'itinérant dans aucun village parce que je pense que personne ne laisserait personne dormir dehors. Il n'y a pas de résidence pour personnes âgées parce que les gens prennent soin de leurs parents chez eux.
Je remarque aussi souvent à l'école, disons qu'un enfant rentre dans la classe avec un sac de bonbons, ben il va en donner à tout le monde, même à ceux qui l'aiment pas. Alors qu'ici, je pense pas qu'on verrait ça. On verrait un enfant partager avec ses amis proches, mais alors pour moi, il y a ce côté-là où ben on est conscient que faut s'entraider, il faut partager avec tout le monde du village, même si on s'entend pas nécessairement avec tout le monde. Et pour moi, ça reste une inspiration toujours. Tu disais tout à l'heure que tu as l'impression d'être dans une grotte parfois quand tu écris. J'ai envie de parler un peu de ton processus. De la grotte? Oui, de la grotte. Est-ce que tu as besoin de t'enfermer dans une pièce pendant 4 mois et que personne ne te dérange? Non, moi, je suis un peu. J'ai pas une grande endurance niveau écriture. Alors, je fais des plus petites périodes, mais j'ai vraiment besoin d'être toute seule, qu'il n'y ait pas de bruit. Je peux pas être une écrivaine branchée qui écrit dans un café. Là. Moi, ça marche pas. Alors, il faut que je sois dans une pièce, pas de bruit, pas de musique, pas rien. Et j'aime ça bouger aussi. C'est pour ça que j'aime ça écrire chez moi parce que je trouve que, je sais pas, quelque chose qui se passe avec le cerveau quand on est bloqué, mais on fait juste bouger. Comme, disons, je suis bloquée, je sais pas quoi écrire. Je me lève, puis je commence ma vaisselle. Puis là, 2 minutes plus tard, juste d'avoir essuyé 2, 3 assiettes, je peux pas l'expliquer, mais là, j'ai une idée, puis je retourne m'asseoir. Donc, c'est pratique. Je me garde toujours des tâches ménagères à proximité pour, pour bouger un peu. Mais je fais à peu près 2 heures à la fois par jour. Non, puis je continue de parler aux gens. J'aime ça aussi après aller faire autre chose, me vider la tête, mais oui, j'aime ça parler à voix haute aussi. C'est pour ça que c'est plus gênant dans les cafés parce que, bon. Puis est-ce que tu fais des plans? Non, je suis vraiment pas. C'est drôle parce que hier, j'étais dans une école avec des secondaires 5, puis ils avaient un travail à faire, un plan de roman. Puis là, il y a une élève qui m'a posé la question, puis je me sentais mal parce que je me dis, je fais un mauvais exemple pour le prof, mais je fais pas de plan. En fait, je suis plutôt bordélique. Puis je pense, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a pris 4 versions pour celui-là, parce que j'écrivais un peu, j'avais essayé de faire comme Nirlite, où est-ce que j'écrivais un peu comme ça venait, sans trop réfléchir, mais celui-là, ça marchait pas. Alors justement, à un moment donné, j'ai fini par me rendre à l'évidence, essayer de me faire un petit plan, mais c'est sûr que c'est pas un plan très, très défini. Je suis pas trop une fille de plan. Non, je suis un peu bordélique dans ma façon d'écrire. Je connais quelqu'un qui fait des documents Excel avec ses personnages, tout ça pour ses mois. Mais il est aussi ingénieur de formation, donc c'est peut-être ça. Moi, c'est pas mon genre. Puis est-ce que tu as beaucoup le lecteur en tête quand tu écris? Là, on sait que ce roman était quand même attendu parce que le premier avait eu du succès. Tu savais peut-être que les médias allaient s'intéresser puis que le public s'attendait à une certaine qualité. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Mais j'y pensais pas consciemment, mais je pense que c'est sûr que ça reste dans l'inconscient. On a beau pas essayer de pas y penser. Mais en fait, moi, je suis ma première lectrice, c'est-à-dire qu'avant de penser à n'importe qui d'autre, je pense à moi, ce que j'aime lire, puis j'essaie d'écrire quelque chose que j'aimerais lire. Alors, mais je suis une lectrice difficile aussi. Donc, souvent, c'est ça qui était difficile aussi parce que j'avais de la difficulté à arriver à un point où j'aimais ce que je lisais, où je me disais, ah oui, je lirais ce livre-là moi aussi. Donc, ça a pris plusieurs années pour y parvenir. Mais c'est ça. Je pense d'abord à moi comme lectrice, puis je me dis, bon, après, si j'ai réussi à faire quelque chose à mon goût, à moi, ben ça me dérange pas trop de ce que les autres peuvent penser. Mais, ouais, je pense à moi comme lectrice. Puis, est-ce que tu fais résonner ta pensée avec d'autres écrivains ou, je sais pas, est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique ou de t'imprégner d'une autre œuvre pendant que tu écris? Est-ce qu'il y a des influences particulières sur ce roman-là? Non, je dirais pas des influences directes, mais c'est sûr que je continue de lire beaucoup de choses et que souvent, mais des fois, le lien n'est pas clair, comme je peux nommer certaines choses, mais des fois, c'est un élément qui m'inspire, mais par exemple, ben, pendant que j'écrivais le livre, entre autres, j'ai lu un grand classique de la littérature américaine que j'avais jamais lu, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, que je n'avais jamais lu, que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé la force du personnage féminin. Pour moi, c'était vraiment cet élément-là qui est, pour moi, c'est un des plus beaux personnages féminins de la littérature. Et le fait aussi que c'était le point de vue d'une enfant. Donc, j'essayais vraiment de garder ça en tête
dans mon écriture à moi, de penser c'est ça, à cet élément-là. Mais si on compare les deux livres, c'est très, très loin. Ça n'a pas de lien vraiment. Mais donc, j'ai lu ça, ou j'ai lu Arundhati Roy, une écrivaine indienne, Le Dieu des petits riens, qui a été très, très bon aussi. Donc, elle, justement, m'impressionnait pour sa structure, parce que c'est très, très... c'est quand même complexe. Cette structure, ça se déploie aussi sur deux époques différentes. Et moi, j'avais de la difficulté avec la structure. Alors, je la regardais, je disais, mon Dieu, elle est bonne, elle. Mais j'essayais de m'inspirer un peu de ça. Donc, des fois, le lien n'est pas clair, mais pour moi, quelque chose. Sinon, je lis beaucoup de poésie parce que j'essaie toujours j'essaie que ça soit pas plate, comment c'est raconté, parce que des fois, c'est difficile parce que tu racontes une histoire, tu as besoin de faire progresser ton histoire, tu as besoin des fois que ton personnage prenne sa douche, mais comment dire ça d'une manière qui est pas plate? Alors, de lire beaucoup de poésie, ça m'imprègne et je garde ça en tête quelque part qui flotte pour me rappeler de travailler la beauté des phrases. Puis il y avait Jean Désy, qui a été mon mentor sur Nirlit, qui avait lu une version. Puis il m'a dit un commentaire qui a été très, très utile. Il m'a dit « Je m'ennuie de la beauté de l'écriture de Nirlit. » Puis je me suis dit « Ah, c'est vrai, je pense que j'ai tellement été concentrée sur la structure, m'organiser, que tout fonctionne. J'ai oublié le plaisir d'écrire, le plaisir de réfléchir à sa phrase, de comment... Alors, quand j'ai recommencé la version d'après, la dernière, j'ai essayé de garder ça toujours en tête, de jouer avec la langue, de jouer avec les mots. Donc, entre autres, je lis plein... un recueil que j'ai lu pendant l'écriture, c'est La danse du figuier de Emne Nasreddin. C'est chez Mémoire d'Encrier. Très, très beau. C'est aussi une femme qui perd sa mère et qui retourne au Liban pour les funérailles. Et c'est vraiment le livre, c'est la grand-mère, la mère, la fille. Moi, j'aime, donc, dans mon roman, c'est beaucoup question de filiation maternelle, les relations entre les femmes et tout. Donc, ce livre-là m'a beaucoup touchée, à la fois personnellement, parce que je me reconnaissais, mais aussi, je me disais dans ce que j'essayais de montrer dans le livre, de ces lignées-là de femmes. Ça a été, par exemple, un exemple, et de la façon dont elle parlait du sentiment de deuil, de la perte. Je me disais, oui, c'est ça que j'ai un peu envie de montrer. Donc, des inspirations pas nécessairement flagrantes, mais qui sont toujours en dessous et qui mijotent. Cet été, tu as aussi fait paraître ton deuxième album jeunesse, Voyage de nuit à la Bibli, qui est magnifique et que j'ai vraiment hâte de lire à ma fille. Et j'allais te demander, parce que c'est écrit à quatre mains avec Andrew Katz, et j'allais te demander comment est née cette collaboration, mais en fait, c'est ton copain. Oui, bien, il est juste là, en plus. C'est mon agent, il prend des notes pour me dire si je réponds bien aux questions. Oui, bien, en fait, quand on s'est connus, moi, j'avais déjà publié Nirlit, et lui, il s'intéressait vraiment à la littérature jeunesse. Alors moi, c'est sûr que j'aime la littérature jeunesse, et je me disais peut-être un jour, mais je ne sais pas si je l'aurais fait toute seule par moi-même. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait ce grand point en commun de l'écriture, cet amour des mots. Alors, c'est vraiment un peu... donc, on a commencé à écrire, pas tout de suite des albums jeunesse. Moi, je voulais écrire une pièce de théâtre pour un concours, une pièce de théâtre jeune public. Alors, j'ai juste demandé spontanément, veux-tu m'aider? On pourrait écrire ensemble, parce que je me disais, peut-être qu'à deux, ça va bien aller. Puis finalement, ça cliquait vraiment. Alors, à un moment donné, c'est pas qu'on avait un projet précis, mais ça, c'est le deuxième tome. Le premier, c'est Comment attraper un ours qui aime lire. Et l'idée est venue qu'un jour, Andrew a vu un livre chez lui qu'il ne se rappelait pas qu'il l'avait. Et il est devenu très excité par le livre. Alors, il a plongé sur le livre. Et j'ai dit, mon Dieu, la plupart des gens réagissent comme ça avec la nourriture. Mais puis là, je me suis dit, si quelqu'un voulait te tendre un piège, pour t'attraper une trappe, il ne faudrait pas mettre de la nourriture sur la trappe, il faudrait mettre un livre. C'est comme ça qu'on pourrait t'attraper. Puis là, on a ri, on a trouvé que ça faisait une bonne idée d'histoire. Donc, c'est comme ça qu'on a fini par imaginer ce personnage d'une petite fille qui rêve de rencontrer un ours, donc qui essaie d'en attirer un avec du miel ou des bleuets, mais sans savoir que l'ours, dans sa forêt, il préfère les livres. Alors, un jour, elle oublie un livre dans la forêt, et quand elle revient, le livre a disparu, et c'est l'ours qui est parti avec. Donc, ça a été le point de départ, un peu comme ça, un amour commun de l'écriture, de la lecture, et cette petite blague qui, finalement, nous a mené à en écrire un deuxième, parce que dans le premier, l'ours... explique que, comme il peut pas nécessairement rentrer au salon du livre pour s'acheter des livres, il attend que tout le monde dorme dans le village. Et la nuit, il va derrière la bibliothèque, parce que les bibliothécaires laissent toujours des boîtes de livres à donner
Et là, il fouille et il se trouve ses livres comme ça. Alors, dans le deuxième tome, ben, comme le nom l'indique, Julia l'accompagne dans un séjour, un voyage à la bibliothèque, un voyage nocturne à la bibliothèque, à la recherche d'un bon livre. À lire avant de s'endormir. Oui, il y a même une chanson qui est à la fin, un petit code QR dans le livre. Et il y a une chanson de petite perceuse qui s'appelle la chanson de Julia, donc qui accompagne le livre. Donc, vous pouvez vous-même écouter avant de dormir. D'ailleurs, c'est drôle quand on fait des lectures devant les enfants avec les parents. Souvent, les parents aussi, puis on fait jouer la chanson, les parents commencent à canter. Oh là là, OK, là, tu me donnes vraiment le goût de l'essayer. Mais c'est un livre qui parle d'amour de la lecture et aussi d'amour de la nature, parce que, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, en fait, mais il y a les constellations qui sont évoquées, et puis il y a vraiment un petit aspect documentaire là, à la fin. Oui, à la fin, il y a une petite page qui explique pour les enfants les constellations. Bien, moi, en fait, comme Julia, j'ai grandi dans les cantons de l'Est. Mes parents étaient un peu hippies. Ils ont acheté une grande terre. Ils sont installés là. Donc, moi, j'ai passé toute mon enfance à jouer dans le bois. Alors, pour moi, c'était très naturel. Puis, je pense que c'est comme ça que j'ai développé vraiment un amour de la lecture. Ma mère était très écologiste, très militante pour l'environnement. Alors, c'est certain que ça teinte mon rapport au monde, et on avait envie justement d'une héroïne qui est dans la nature avec tous ses amis animaux. C'est illustré par Joseph Sherman. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, trouvé? Bien, on a demandé à des amis des suggestions, des références, et il nous a été référé par quelqu'un. Lui, il vient de Toronto. Bien, il a grandi à Montréal, mais il travaille en cinéma d'animation, et c'était... Bien, Comment attraper un ours qui aime lire, c'était son premier livre. Il avait toujours rêvé de faire un livre, mais il n'en avait pas fait. Et je trouve que ça paraît, on est très chanceux parce que son bagage en cinéma d'animation fait que on voit, par exemple, les décors, c'est très, très, très détaillé, c'est vraiment riche. Alors oui, on a été très chanceux. Quand on se les fait référer, on a regardé un peu ce qu'il faisait, puis on a aimé beaucoup son côté un peu cartoon. Là. Les personnages sont un peu rigolos, mais en même temps, les couleurs sont très, très belles. Puis il est très consciencieux, comme pour lui, quand il travaillait sur le livre, il voyait vraiment le radeau de Bertrand comme un personnage. Alors, il a vraiment réfléchi au bateau, comme si c'était un personnage, et on le voit, là, que ça a de la personnalité. Il est vraiment, vraiment beau. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Je ne sais pas si des gens ont des questions pour Juliana. Sinon, je serai tout de suite après au kiosque de la Peuplade. Je ne sais pas le numéro par cœur, 1858, je pense, quelque chose comme ça, chez Dimédia. Donc, je serai là s'il y en a qui veulent venir piquer une petite jazzette. Et pour le livre jeunesse, on sera en dédicace samedi matin à 10h. 10h, 13h30 en après-midi, et le 27 aussi, dimanche à 10h. Oui, et aussi le 27 pour la Peuplade en après-midi à 13h. Donc, pour le livre jeunesse, c'est au kiosque de Crackbook. Oui, c'est chez ADP. ADP. Ouais. Puis, tu vas aussi animer un atelier d'écriture demain à 10h30 à l'Espace Montréal-Nord. Oui, parce que depuis plusieurs années, en fait, j'ai eu la chance d'être écrivaine en résidence à la bibliothèque Henri Bourassa, parce que la Ville de Montréal, chaque année, accueille des écrivains en résidence dans différentes bibliothèques sur le territoire. Donc, ça tourne, c'est un peu chacun son tour. Et en 2016, j'ai eu la chance d'être l'écrivaine en résidence à la bibliothèque Henri Bourassa. Et depuis, on a développé une collaboration. Alors, chaque année, je participe à des projets, j'anime des ateliers d'écriture et tout. Donc, ils m'ont gentiment invité, comme Montréal-Nord et le quartier à l'honneur. Ils m'ont gentiment invité à faire un atelier au kiosque. Donc, ce sera demain matin. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à vous procurer ce magnifique livre jeunesse. Et aussi, On a tout l'automne qui, je le rappelle, est sur la liste préliminaire du prix des libraires. Donc, on croise les doigts pour la suite. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bon salon, tout le monde.